lorsqu'on appartient aux trois élites qui gouvernent un pays dans son économie, son administration et sa politique, lorsque ces gens-là se connaissent, non seulement se connaissent, mais sont les mêmes, il n'y a plus d'opposition entre eux. Autrement dit, personne ne va leur demander des comptes, ce sont les mêmes. L'élite économique ne va pas demander des comptes aux politiques, puisqu'ils sont aussi l'élite politique. Et l'administration ne va pas demander des comptes à l'économie, puisqu'ils sont aussi de l'élite économique. Et donc, d'un point de vue démocratique, il n'y a pas de check and balance à l'intérieur de l'État. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Avec moi cette semaine, Vincent Jauvert, qui est ancien chef du service étranger au Nouvel Observateur, l'Obs, grand spécialiste du renseignement et de l'espionnage. Vous y avez d'ailleurs consacré un dictionnaire amoureux à l'espionnage. C'était chez Plon l'an dernier. Puis en mars, vous avez publié À la solde de Moscou, que je montre à l'instant. À la solde de Moscou, livre enquête qui met en lumière d'ailleurs l'influence, et là je mets des guillemets à influence parce que c'est sans doute peu de choses que de parler d'influence. L'influence de Moscou sur les médias français et aussi les hauts fonctionnaires de l'État. Bonjour, bienvenue à l'émission, Vincent. Bonjour, merci beaucoup. Devrais-je dire Monsieur Jauvert ou je peux vous appeler Vincent? Vous pouvez m'appeler Vincent, c'est autorisé. D'abord, parce que cet entretien portera pour l'essentiel sur un sujet qui nous fascine tous, le renseignement, l'espionnage. Vous avez compris, après y avoir consacré autant d'années de votre vie, ce qui nous fascine tant dans le renseignement? Je crois que c'est le fait que ça touche à la fois à l'intime, puisque les motivations, souvent, de ceux qui trahissent sont des motivations intimes, l'argent, le sexe, l'ego. Ça fonctionne encore, ces motivations? Il n'y a que ça qui fonctionne. Et l'idéologie, MICE en anglais, comme vous le savez, Money, Ideology, Compromission and Ego. Ego. Ah, mais oui, ça a toujours marché, ça marchera toujours. Je crois que c'est le plus vieux métier du monde, celui-là, vraiment. Donc à l'intime, et en même temps, ça touche à la géopolitique. Parce qu'évidemment, les espions, lorsqu'ils sont d'un certain niveau, ils jouent un rôle en matière de géopolitique, dans le déclenchement des guerres, parfois, en matière économique, en matière politique, sur le renseignement, sur des stratégies, des acteurs. Et donc, c'est à la fois la géopolitique et l'intime. Et je pense que c'est ça qui nous fascine. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est mon expérience avec les gens qui nous écoutent, je constate que la géopolitique fascine comme jamais j'ai cru que ça puisse intéresser. Et c'est peut-être parce que l'information est plus abondante et facile à trouver, mais je constate que de l'autre côté de la caméra, ou sinon de notre micro pour ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui sont très renseignés, qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe. Et ça me bluffe un peu parce que jamais j'aurais pensé qu'on puisse faire des scores d'écoute en parlant géopolitique. Dites-le à mon éditeur, s'il vous plaît. J'essaie de le convaincre que c'est le sujet aujourd'hui. C'est assez simple à comprendre, finalement. Quand on a au moins une guerre à nos portes, en ce qui concerne nous, les Européens, et puis une Chine qui devient dominatrice, un Moyen-Orient qui flambe, la démocratie libérale qui est en train de souffrir beaucoup, battue en brèche, avec en gros un Occident contre le reste du monde, the West against the rest, et là on le voit vraiment. Il se trouve que the rest, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde, mais nous, on est à l'Ouest, et donc on est intéressé par ce que le reste est en train de faire. Donc pour tout ça, je pense que la peur est là. Je vais revenir à l'espionnage parce que je veux qu'on en fasse quand même la portion non congrue de cette rencontre. Mais quand vous dites à l'instant, il y a des Chinois qui commencent à être, vous ne l'avez pas dit, mais belliqueux. Or, à chaque fois que j'entends ça, non pas que je sois tellement aligné sur Beijing, et je vous assure que je n'irai pas demander asile en Chine, je me méfie d'eux.
Mais je me dis, historiquement, ce ne sont pas les plus belliqueux d'entre nous tous. Les États-Unis ont, dans le passé récent, généré plus de conflits que les Chinois ne l'ont fait. J'ai pas dit belliqueux, non? J'avais pas dit belliqueux. J'ai dit entre les lignes. Non, c'était pas ça. C'est la fameuse bagarre entre la Chine et les États-Unis qui va devenir le numéro un. Et on sait d'expérience, à savoir si elle se répétera, que lorsqu'il y a un empire qui diminue en puissance et un autre qui augmente en puissance, c'est recipe for disaster, pour la guerre. Voilà, c'est ce que tout le monde attend, en fait. C'est le moment où les forces sont à peu près équilibrées et que pour l'emporter, il faudra une guerre. Comment dit-on, c'est le piège de Oui, mais Thucydide, c'est pour ça, c'est Thucydide, voilà, c'est ce que je cherchais, mais en parlant, je ne trouvais pas. Et donc, voilà, donc le monde est saisi en attente de savoir de ce possible conflit. Qui va sortir du piège de Thucydide et qui va affronter. Alors, il ne faut pas non plus être naïf. Aussi, quand même, les Chinois ne sont pas agressifs de manière physique, militaire, encore que avec l'Inde, c'est quand même très chaud. Oh, et puis en mer de Chine aussi. Et en mer de Chine aussi, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, bon, alors ils ont des raisons, on peut comprendre, ils sont complètement bloqués, leurs sous-marins nucléaires ne peuvent pas sortir, donc ça laisse un avantage considérable aux Américains. Le fait que les sous-marins nucléaires chinois ont beaucoup de mal à sortir, ils sont contrôlés, et que les profondeurs ne sont pas exactement ce qu'il faut, enfin, quelque chose comme ça, on m'attend dit, pour les Chinois. Donc d'où l'importance fondamentale de Taïwan, on ne le comprend pas assez. Taïwan, c'est la porte de sortie vers le Pacifique pour les Chinois. Et la clé d'entrée pour les Américains. Donc, les Américains ne céderont, pardon, je dis vague, mais c'est pas très, je sais pas, les Américains ne céderont jamais Taïwan. Parce que si c'est Taïwan, ils ont perdu dans le piège de Thucydide. Voilà, je referme la parenthèse, pardon. Oui, c'est vrai, mais il faut se rappeler qu'à ce jour, ils ne se sont jamais, sauf lapsus peut-être du président Biden qui avait oublié la doctrine, qui est celle de l'ambiguïté stratégique, où jamais ils n'ont dit qu'ils prendraient les armes contre la Chine si elle devait attaquer Taïwan. Oui, mais pas plus que le gouvernement d'Israël n'a dit de manière précise, a maintenu l'ambiguïté constructive sur le fait qu'ils ont la bombe atomique. Vous voulez dire que vous savez, vous, qu'ils ont la bombe atomique? Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie des positions... Mais on sera censuré, là, c'est un secret d'État que vous êtes en train de révéler. En Israël, oui, ils sont embauchés en tôle. Bon, voilà, on est dans la diplomatie, on n'est pas dans la géopolitique. Alors, Vincent Jauvert, revenons à l'espionnage. Est-ce que le human intelligence, le humans, comme disent les Américains, ces agents, ces espions, ces gens qui trahissent pour des raisons d'ego, de sexe ou d'argent, sont encore un facteur dans un monde où technologiquement, on est d'abord épié 24/7. Nos téléphones donnent, non pas à nos maîtres, mais à ceux qui voudraient l'être, une information qu'en aucun autre temps nous aurions voulu consentir. À la blague, c'est souvent répété, mais la Stasi, qui était assez efficace pour écouter ce qui se passait dans la chambre du voisin, aujourd'hui, elle baverait d'envie si elle avait accès à ce qui est ordinaire aujourd'hui. Oui. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans aucun service de renseignement, donc j'ignore. Mais votre intuition? Mon intuition, c'est que ça n'a jamais changé et que ce sera toujours le cas. Le meilleur renseignement, c'est le renseignement qui donne la vision, la décision du décideur, ce qu'il va faire. Et ça, ce n'est qu'une source humaine la plupart du temps qui peut le dire. Quelqu'un qui est dans la pièce avec le décideur, avec Poutine, avec Biden, qui va dire, voilà, je vais faire ça. Qu'il l'entend penser, quoi. Oui, ou qu'il le dit, enfin, devant lui. Donc, il me semble que, au final, comme ces hommes-là, qui tiennent l'avenir de l'humanité entre leurs mains, savent quand même qu'ils sont écoutés de tous bords, la seule façon de connaître leurs intentions, c'était le mot que je cherchais, pour connaître les intentions, il faut avoir une source ou plusieurs sources. Comme on a soupçonné que les Américains en avaient une près de Vladimir Poutine, par-delà leur capacité, via les satellites, à mesurer les déplacements de troupes. Mais sur l'intention, ça, tout le monde le savait. Mais l'intention, il y aurait probablement eu une taupe près de Poutine. C'était mon hypothèse, parce que tout le monde avait les mêmes renseignements, c'était clair. Le tout, c'est qu'ils disaient, nous savons que... Et les Français, en particulier, ne l'ont pas cru. C'est d'ailleurs pour ça que le patron de la direction du renseignement militaire s'est fait virer. Alors, est-ce que les Américains ont dit « nous avons une source ?» Ça m'étonnerait, parce que c'était une source d'une valeur
considérable si elle existe. Donc, non, il n'y a aucun besoin de brûler sa source. Là, en l'espèce, certainement pas, et certainement pas avec les Français, non. Alors, quand on recrute, vous disiez, c'est des canons qui ne se sont pas beaucoup renouvelés. C'est l'ego, c'est le sexe, c'est l'argent. Et l'idéologie. Et l'idéologie, ce qui serait peut-être la moins mauvaise des raisons, c'est-à-dire quand on croit à quelque chose. À la solde de Moscou, oui. Pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, c'est intéressant, vous avez eu accès, enfin c'est plus qu'intéressant, c'est passionnant. Vous avez eu accès aux archives de l'ancienne Tchécoslovaquie, des services de sécurité. Oui. Et c'est une encyclopédie ouverte comme aucun autre service de renseignement au pays n'a accepté de partager l'information. D'est ou d'ouest, absolument. Absolument. On a des documents opérationnels, ce qu'on n'a pas aucun service de renseignement ne l'a fait. C'est-à-dire qu'on a les rapports heure par heure, en quelque sorte, des agents, des officiers, lorsqu'ils décrivent leur méthode de recrutement. Ils essaient de recruter quelqu'un au cours de déjeuners, au cours de rencontres. Ils détaillent les échanges. Ils se débriefent pour connaître les motivations possibles des uns et des autres. Ce qu'on n'a jamais vu ailleurs, nulle part. Combien de temps avez-vous passé à analyser ces archives? Une petite année, heureusement avec une formidable interprète qui était avec moi, traductrice, qui m'aidait parce que je ne parle pas le tchèque, même si avec des outils aujourd'hui technologiques, on peut quand même traduire assez vite pour avoir une petite idée, mais tout de même, il faut une source humaine, là encore. Mais ça nous renseigne très bien sur l'extraordinaire capacité de pénétration de nos sociétés. Et si c'était vrai il y a 20 ans ou 30 ans, on peut soupçonner que ce l'est encore. Ça l'est, en tout cas, pour l'Est, ça l'est encore beaucoup plus, puisque pendant au moins une quinzaine d'années, je parle des Russes et du SVR russe et du FSB, ils avaient porte ouverte. Ils pouvaient rentrer, et ils ne sont pas privés à l'Ouest, qu'ils considéraient encore comme leur ennemi, et ils le considèrent toujours. L'idéologie est ancrée et restée chez eux, et uniquement chez eux, essentiellement. Et donc, ils ont pu pénétrer, évidemment, les sociétés occidentales, canadiennes, françaises. Alors, ils ont une technique qui a bougé, c'est marrant. Et d'ailleurs, j'en parle à propos des Tchèques dans les années 60, à propos des illégaux. Vous Canadiens, vous connaissez encore mieux The Americans, la série. Oui, la série. Puisque, si je ne me trompe pas, ils se font passer pour des Canadiens. Ils passent par Montréal, je pense. Il y a un point de transition par Montréal avant d'entrer profondément en hibernation dans la société américaine. Et ils se font... Des taupes, donc, qui investissent la société et deviennent des citoyens. Oui, mais alors, ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est que du fait de ce que vous disiez en matière numérique et informatique, il n'est plus nécessaire, il n'est plus souhaitable plutôt d'avoir de fausses identités. Parce qu'on peut faire sonner, on peut révéler qu'on a de faux papiers, vu la multiplication des sources à la douane pour savoir si vous avez de faux papiers. Donc aujourd'hui, les illégaux ne sont plus illégaux, c'est-à-dire qu'ils viennent avec leur véritable identité la plupart du temps. Souvenez-vous de ceux qui ont empoisonné ce père et cette fille dont j'ai oublié le nom tout de suite en Angleterre. Ils sont rentrés avec leur véritable identité. Et la plupart des agents soviétiques ou russes qu'on arrête aujourd'hui, ils sont sous leur véritable identité. Pas tous, il y a encore de fausses identités, mais souvent, ils rentrent avec leur vraie identité. Et si je retourne à ces archives tchèques, c'est parce que, comme vous le disiez, ça documente parfaitement le travail au quotidien, mais ça donne aussi un peu froid dans le dos quand on mesure le nombre de gens qui ont été, pour le cas qui nous intéresse, compromis en France. Oui, absolument. Et alors, en plus, là, il ne s'agit que des Tchèques. Qui opéraient quand même beaucoup pour les Russes aussi. Qui opéraient, en bout de course, lorsque c'était important, ils transmettaient tout aux Russes. Et les Russes leur disaient parfois, celui-là, vous y touchez pas, ou vous nous le donnez. Donc, ils étaient une filiale de fait, mais il y avait quand même, après 68, une méfiance, après l'invasion par les chars russes. Donc, les Tchèques étaient particuliers.
Et pourtant, il y a eu pas mal d'agents recrutés par les Tchèques. Donc on peut imaginer ce qu'on trouvera un jour, parce que ça sera ouvert un jour, et peut-être assez rapidement, comme toujours dans ces pays-là qui s'effondrent très vite. Le nombre d'agents soviétiques en France, ça devait être considérable. Et si ce ne sont pas des agents soviétiques, on peut penser à des agents travaillant aujourd'hui pour la Russie. Oui, pareil, oui, sûrement. Il y en a, évidemment, il y en a. Il y en a de toutes sortes. Il y a ceux qui le font par idéologie, parce qu'il y a encore une idéologie, cette fois, qu'on connaît bien. Il est libéral, pour de l'argent, on en soupçonne quelques-uns, pour d'histoires de sexe, sûrement. Voilà, les Russes sont capables d'organiser ce qu'il faut. Tous sont capables de le faire, les Russes comme les autres. Mais justement, parce que vous parlez des Russes, mais c'est parce que vous nous mettez en appétit sans vraiment donner la dimension, comme s'il était entendu de tous ce que ça a signifié, la dimension des moyens déployés par les Tchèques et du nombre de journalistes, de fonctionnaires qui ont choisi de jouer dans ce film-là. Et beaucoup de journalistes. Pour des journalistes, vous en avez dans beaucoup de grands organes de presse et d'audiovisuel français. Voilà, pour aller vite. Alors, vous avez le cas dont on a beaucoup parlé ici de Gérard Carrérou, qui n'était pas un agent au sens qu'il n'était pas rémunéré, mais il était une source confidentielle de confiance, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il savait qu'il avait affaire à des agents de renseignement. Entre parenthèses, pour ceux que ça intéresse, Gérard Carrérou a dit qu'il porterait plainte. Au bout des 3 mois, c'est-à-dire au mois de juin dernier, au bout des 3 mois légaux pour porter plainte, il n'avait pas porté plainte. Contre vous ? Et il n'a toujours pas porté plainte contre moi. Non, bien sûr, puisque j'ai tous les éléments. Et donc, ce que je dis est une évidence. Ça a duré 4 ans, pardon. Donc, il savait qu'il avait affaire. Donc, c'était le créateur en France d'une émission très célèbre qui était le Club de la Presse sur Europe. Vous avez l'ancien rédacteur en chef, c'est pas rien, du Canard enchaîné, Jean Clémentin, alors qui lui était un vrai agent rémunéré pendant longtemps. Et qui se targue, le Canard, de mettre au jour toutes les affaires plus ou moins puantes de la République. Et surtout, d'abord, à travers lui. C'est lui qui est le premier, c'est lui qui a lancé l'investigation véritable au Canard enchaîné, en recrutant les grands journalistes d'investigation que l'on connaît. Donc c'est assez risible. Et je dois dire qu'ils n'ont pas été très, très chic à mon endroit. C'était pas très sympathique. Ils auraient simplement dû dire, comme on a dit à l'Obs, parce qu'il y avait aussi quelqu'un du Nouvel Observateur qui était un agent important, brillant, chapeau l'artiste, voilà. Puis on n'y est pour rien, c'est dans les années 70, on savait que. Ils sont toujours un peu phares. Ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé le Canard, non. Ils n'ont pas aimé. Parce qu'en général, c'est eux qui donnent les leçons. Voilà, ils sont très donneurs de leçons. Et un exemple, ils m'ont reproché quelque chose que j'aurais fait à Prague, mais je leur ai dit, mais si vous avez pris la peine de faire ce que vous dites qu'il faut faire, c'est-à-dire d'appeler la personne mise en cause, vous auriez su qu'à ce moment-là, je n'étais pas allé à Prague, par exemple. Donc c'est juste pas bien, quoi. Vous pensez que c'était soupçonné, ces liens entre le renseignement tchèque et la direction du Canard? Ou c'était une surprise totale quand vous l'apprenez? Non, c'était pas une surprise totale, non. Les gens de la DST, c'est ce que les gens du Canard n'ont pas compris, il y a eu l'affaire des écoutes du Canard dans les années 70, quand la DST a mis des micros au Canard enchaîné. La direction de la surveillance du territoire, DST. Voilà. Ils les ont mis pour des raisons politiques, pour savoir quelles étaient les sources politiques intérieures du Canard. C'est sûr. Mais ils avaient prévu, au cas où ça sorte à l'intérieur de l'État, ou un peu plus, de dire « nous soupçonnons des gens d'être des agents de renseignement étrangers ». C'était une défense, mais ils avaient quand même des dossiers. Mais pour Clémentin, ils ne savaient pas. Pour d'autres, ils avaient des soupçons. Donc il y a aussi le Nouvel Observateur, qui à l'époque était un journal important. De gauche aussi. De gauche, très à gauche, à l'époque très à gauche. Et donc il y avait aussi un commissaire de police au sein du cabinet du préfet de police de Paris, quelqu'un de très célèbre, mais peut-être pas pour nos auditeurs canadiens,
Ils sont partout, vos auditeurs. Il y en a autant en France qu'en Afrique. Alors, c'était Maurice Grimaud, celui qui a sauvé mai 68, en quelque sorte, et puis aussi Maurice Papon, le fameux et triste Maurice Papon, qui avait été préfet aussi. Donc, il est resté pendant 10 ans au cabinet du ministre, du préfet de police, et il était en charge, c'est lui qui recevait tous les documents des services de renseignement intérieur et extérieur, c'est-à-dire le SDEC, c'était la DGSE de l'époque, le service extérieur de renseignement français, et de la DST dont on a parlé tout à l'heure, qui était à destination du préfet de police de Paris. On comprend bien que le préfet de police de Paris a reçu beaucoup de documents importants. Et c'est lui qui était le nœud. Et il photographiait tout et donnait tout via sa femme au service de renseignement tchèque, qui s'empressait de donner le plus important aux soviétiques, évidemment. Et c'était le parfait espion. C'est le parfait espion, c'est-à-dire celui qui est au cœur de la machine, mais qui est insoupçonnable, il est au milieu, personne ne le voit. Et donc il est resté 12 ans, quelque chose comme ça. Il a reçu beaucoup d'argent pour l'époque, via des échanges extraordinaires d'argent liquide, des francs et des documents photographiés, et des films entre la femme de ce monsieur et l'officier tchèque, en se croisant dans des stations de métro, jamais les mêmes. Bon, c'était du vrai espionnage à l'ancienne, quoi. Et lui, c'était un mélange d'argent, ses motivations, et au début d'idéologie, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et jamais embêté par le contre-espionnage. Alors, si, embêté, découvert. Dans ses mémoires, le patron de la DST, Rocher, de l'époque, ne donne pas son nom, parce qu'il y aurait eu diffamation, mais dit qu'il savait qu'il y avait quelqu'un auprès du préfet, etc. Mais que le ministre de l'Intérieur ne voulait pas que ça se sache, parce qu'il ne voulait pas que se sache le fait que, en gros, les institutions françaises étaient pénétrées. Et donc cet homme est passé à l'as. Les Tchèques, c'est ça qui m'a surpris d'ailleurs, l'ont soutenu jusqu'au bout, même après. Ils lui ont donné beaucoup d'argent, même après. Et puis, il est devenu, alors ça, c'est une bénédiction pour un journaliste, c'est vrai, ces histoires qui se terminent de manière étrange. Il est devenu patron des Bleus. Les Bleus, en France, c'est l'organisation qui s'occupe des sans-abri, des clochards, comme on disait à l'époque, près de Nanterre, où il y avait un hôpital, un hospice, une petite maison de retraite, etc. Un complexe. Il l'a rénové. Et il en a fait quelque chose, semble-t-il, de plus agréable. Avec des sous tchèques, peut-être. C'est peut-être... Non, avec des sous d'État. Et un journaliste du Monde, qui évidemment ignorait toute cette histoire-là, lorsqu'il est parti, ce monsieur Lecomte, de chez les Bleus, en 1984, il l'a traité de saint, enfin, il l'a qualifié de saint laïque. Ce qui était, c'est une histoire, ça fait un film prodigieux, cet homme. Ben oui, il n'y a pas de mauvais destin pour les espions. Je vais être probablement grivois, puisque vous parliez tout à l'heure de la pénétration des services étrangers dans... venir. En fait, c'est parce que dans un autre livre où vous parlez du Quai d'Orsay, on retrouve les mêmes mécaniques, c'est-à-dire un pédophile ou quelqu'un soupçonné de pédophilie aux États-Unis, qui d'ailleurs sera exfiltré via Montréal, à l'ONU, et qui a été protégé ensuite par le service, qui refusera d'admettre ce qui s'est passé, alors que les Américains avaient apparemment les preuves. Un dossier solide, oui, semble-t-il, oui. Alors, ça, c'est la corporation française des diplomates qui se soutenait en tout cas beaucoup, et en gros des hauts fonctionnaires, puisque vous voulez qu'on en parle aussi, français. Et puis parce que l'image de la France aurait été quand même légèrement ternie, mais c'est un scandale absolu, bien sûr. L'image légèrement ternie, mais entre protéger un pédophile, je ne vous fais pas la leçon. Mais ça me donne un petit peu mal aux dents quand je pense à ça, parce que je me dis, alors, au plus haut sommet de l'État, où on donne des... Je ne sais pas si c'est au plus haut sommet de l'État, pas s'il le sait au plus haut sommet. Mais non, mais vous avez absolument raison, bien sûr. On parle quand même de la direction du Quai d'Orsay. Au moins le ministre, oui. Donc, ça engage une partie de la responsabilité de la France. Bien sûr, on préfère masquer une affaire comme celle-là. Et d'ailleurs, toujours tourner en ridicule ces accusations de pédophilie. On dit non, ça n'existe pas, c'est des conspirations pour journalistes. Et puis... Vous avez raison. Cette histoire-là est scandaleuse, bien sûr. Bien évidemment, cet homme aurait dû être jugé. Coupable ou pas, j'en sais rien, mais il doit être jugé, bien sûr. À tout le moins. Je ne ferai pas tout de suite le détour par le Quai d'Orsay, parce que j'ai envie d'aller au bout de cette idée sur l'espionnage. Alors, si c'était vrai, et les Tchèques nous ont donné la démonstration de ce que nos sociétés étaient très
impénétrables. Ça doit encore aujourd'hui nécessairement être le cas, sinon qu'on n'a pas accès aux archives du FSB ou en l'espèce de la CIA ou de certaines agences, parce qu'on parle toujours des Russes qui ont de l'influence, mais il y a des réseaux atlantistes qui agissent très fort en France, comme au Canada, comme partout en Europe. Bien sûr. Alors là, c'est peut-être là où on divergera politiquement. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des services de renseignement américains, la CIA et d'autres, qui recrutent en France. Mais il y a une différence entre les Américains et les Russes pour nous, c'est qu'on est alliés avec les uns et pas avec les autres. On est même en guerre avec les autres. C'est une situation de guerre pour vous? Avec les Russes? Oui. En ce moment, une guerre tiède? Oui, bien sûr. Je ne marque pas la divergence, je vous pose la question. Oui, bien sûr. Je ne comprends même pas votre question. Pourquoi? Le Canada aussi livre des armes à l'Ukraine. Contre la Russie. Absolument, je suis d'accord avec vous, je constate. Et de manière. Mais il y a un cache-sexe, on livre à l'Ukraine, donc on n'accepte pas officiellement encore de dire que nous livrons la guerre à la Russie. Monsieur Biden fait de gros efforts sémantiques et peut-être que vous comprendriez davantage la question si c'est lui qui la posait. Je ne suis pas politique et je ne suis pas un diplomate, mais enfin, on est bien, en tout cas, en tension très forte avec. Aucun doute. Voilà. Mais la guerre, c'est autre chose. Oui, donc, vous avez raison. On n'est pas en guerre ouverte, armée, directe, pour l'instant, avec les Russes. Mais alors, le fond de ma pensée, c'est que je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que nous sommes en guerre contre les Russes, mais c'est une guerre qui n'est pas nommée. Oui, c'est une guerre froide. Peut-être tiède. Ou peut-être tiède, probablement. Très probablement des soldats français, peut-être américains, britanniques. Pas probablement. Les soldats français, ils l'ont dit d'ailleurs, qu'il y avait des membres des forces spéciales françaises. Présentes sur le territoire ukrainien. Bien sûr. Mais si je vous pose la question, c'est parce que, justement, entre alliés, on se recrute, on s'espionne. En théorie, non. C'est ça le défi. En théorie, c'est ça l'allié. L'allié, non mais juste, c'est vrai, l'allié, notamment dans les Five Eyes, dont fait partie le Canada. Oui, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Anglais, les Américains et le Canada. Et Sarkozy avait fait des pieds et des mains pour qu'il y ait les Six Eyes avec la France. Vous êtes les plus anglo-saxons de tous les Européens continentaux. Bien sûr. La CIA, en gros, a fait son succès en 48-49 en finançant le PS, qui s'appelait SFIO, et Force ouvrière en France, le syndicat anticommuniste, pour empêcher les communistes de prendre le pouvoir, et aussi en Italie. Et ça a marché, d'où l'immense aura de la CIA au sein de l'establishment américain qui a perduré avec cette image-là de grand succès, sans mort, sans rien. Après, ça a été terrible ce qu'ils ont fait. Mais en France, ça a marché. Et en Italie, assez bien aussi, dans les circonstances. Ça a marché très, très bien. Compte tenu de l'influence qu'a déjà eu le Parti communiste. C'était extraordinaire. Et est-ce que vous savez pourquoi c'est la CIA qui a financé? Parce que on voit bien, ça aurait pu être le gouvernement, ça aurait pu être le Parlement. Mais sauf que le Parlement, la Chambre des représentants, ou le Sénat, ou les deux, étaient républicains. Et donc, donner de l'argent aux socialistes, ils n'auraient jamais pu imaginer ça. Et les gens de la CIA, à l'époque, étaient des gens très fins. Ils avaient compris, bien sûr, que les socialistes étaient les meilleurs ennemis des communistes. D'où l'aide aux socialistes et à Force ouvrière, le syndicat anticommuniste. C'est d'ailleurs un des futurs patrons de la CIA, William Colby, qui sera en Italie à la fin de la guerre pour justement participer à ces opérations. Avec aussi le comment il s'appelle? Celui qui est devenu le chasseur d'espions, qui est devenu fou. James Jesus Angleton? James Angleton, ouais, il était là-bas aussi, ouais. Du coup, ça l'a rendu fou, cette histoire. Mais je pense que la chasse aux espions et aux taupes peut rendre fou n'importe qui. Sûrement. Surtout quand on a des Russes en face qui sont si malins pour brouiller les pistes. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, puisque vous disiez théoriquement, entre alliés, on ne s'espionne pas. Or, la preuve a été faite qu'on s'espionne. D'ailleurs, les communications de M. Sarkozy... on s'espionne, mais on ne se recrute pas entre services alliés. Et c'est respecté? En tout cas, entre services des Five Eyes, j'en sais rien, moi, je ne sais pas. Mais en théorie, une des choses, et c'est justement
je crois, une des raisons pour lesquelles Obama, ou le patron de la CIA, a refusé à Sarkozy ça, parce qu'il voulait se laisser la liberté de recruter des gens de la DGSE. Ici en France. Ici en France, oui. J'en suis pas sûr de ça. Mais ça serait quand même une belle exception. Ouais, à défaut de s'espionner entre anglo-saxons, on peut sûr. toujours aller dans le marais français. Certainement. Mais puisqu'on parlait tout à l'heure de journalistes et Ouais. de la capacité, parce que c'est de l'espionnage, mais c'est aussi de l'influence. Parce que quand on recrute quelqu'un, un journaliste peut nous donner quelques potins, quelques renseignements, mais peut surtout, et c'est là qu'il est le plus opérant, être favorable, il peut quand même influencer le discours public. Ouais, c'est dangereux, hein. C'est dangereux. Souvent, ce sont des gens qui apparaissent de droite. Regardez, j'ai oublié son nom, celui qui travaillait pour les soviétiques au départ, qui est devenu patron du service international de France Inter, c'est pas rien du tout. Il était considéré comme un type de droite. Il cachait bien son jeu. Ou un autre grand espion français, Georges Pack, qui travaillait pour les soviétiques, était considéré comme quelqu'un de très à droite. Et on l'a découvert parce que les gens proches c'est la meilleure parade. Disaient, mais en fait, non, pas du tout. C'est un type très, très à gauche. Et là, les types de la DST ont compris qu'il y avait une dissonance. Il y avait une dissonance. Donc non, en général, on ne fait pas ça. On fait pas. Ou alors, on est un agent d'influence, mais c'est pas un agent de renseignement. Mais de ce point de vue, vous pensez qu'aujourd'hui, les Américains recrutent dans la presse pour avoir de l'influence? Ou selon vous? C'est possible, mais ils n'en ont pas besoin. Ça se fait naturellement. Mais oui, la France est quand même le meilleur allié des États-Unis en Europe depuis toujours. Oui, bien sûr. Alors, pas tous les Français le sont, et de moins en moins, semble-t-il, pour en tout cas les partis politiques. Mais il y a une américanophilie en France, et je ne dis pas une trumpophilie. Hein. C'est très différent, je suis d'accord avec vous. Mais une américanophilie très grande, et je crois une grande amitié. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas de passif avec les États-Unis en France. Il y en a avec l'Allemagne, il y en a avec l'Italie, il y en a avec la Grande-Bretagne. Et on n'a jamais été en guerre avec les États-Unis. En fait, on l'a été un tout petit peu. Mais vous avez surtout historiquement été de grands alliés, puisque... Toujours. On l'oublie un peu, Toujours. Mais vous étiez aux côtés des Américains pendant leur Révolution. Et la première représentation diplomatique jamais ouverte par les États-Unis, c'est à Paris. Avec Benjamin Franklin et Lafayette, tout ça. Mais bien sûr, c'est très important pour les Français. Oui. Et souvenez-vous qu'on aurait pu avoir la moitié des États-Unis. Hein. On l'avait jusqu'à... Vous l'avez bradé pour des cacahuètes. Pour peu de choses. Eh oui, bon, monsieur. Vous seriez aujourd'hui beaucoup plus riche de ce territoire. Peut-être qu'il vous l'aurait de toute façon confisqué d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un peu loin de la mère patrie, ce territoire. Alors, ce n'est pas de l'espionnage, mais c'est du secret pour un certain nombre d'autres choses qui vous ont intéressé. Ouais. Parce qu'il y a une trilogie dans votre œuvre qui, quant à moi, est probablement la plus... inquiétante d'entre toutes. Ça commence, je pense, avec les Voraces. Les Intouchables. Les Intouchables, pardon. Les Intouchables et ensuite les Voraces. Ensuite les Voraces, oui. Et puis finalement, la mafia d'État. Déjà, le mot « mafia ». Ouais. Alors, on comprend très rapidement que vous n'avez aucune allégation de comportement criminel, mais une logique qui est calcable à ce que font les mafias. Oui, mais sauf que, encore une fois, ce n'est pas criminel. C'est simplement un groupe qui défend ses intérêts et qui emploie la plupart des moyens possibles pour défendre ses intérêts. Voilà, et s'entraider. Ne soyons pas pudiques. Et pour quelqu'un qui ne serait pas... Comme on parle de la mafia des collectionneurs ou la mafia des amateurs de pinard. Mais simplement, là, on a affaire à la mafia des hauts fonctionnaires en France. Voilà, on pourrait le dire comme ça, la mafia des hauts fonctionnaires en France. Et plus précisément encore, la mafia des grands corps, qui est un concept un peu compliqué, mais disons les super hauts fonctionnaires en France. Voilà, ils sont environ... Ils sont un millier et ils occupent la plupart des postes importants en France, à la fois en la fonction publique, ce qui est légitime, en économie, ce qui l'est beaucoup moins, et maintenant en politique. Ce qu'il est encore moins, parce qu'être à la fois fonctionnaire et en politique, il y a justement qu'en Union soviétique que ça arrive, ça, hein, parce que c'est contradictoire. Voilà. Et ces gens-là, ce groupe-là,
regroupe les 3 fonctions des élites en France. C'est un sujet que les Français ont du mal, ressentent. Je pense que c'est une des raisons du rejet des élites, qu'ils le ressentent très fortement. Qu'il y a pas, en gros, dans le groupe élitaire, il devrait y avoir des oppositions. Eh bien, il n'y en a pas dans notre groupe, puisque c'est dans le groupe élitaire français, puisque ce sont les mêmes qui occupent toutes les places. Pas toutes. Et c'est souvent très incestueux, parce qu'il y a des power couples, il y a des En plus, des ça, familles. c'est l'ENA. Alors ça, c'est dû au fait que l'ENA, l'École nationale d'administration, qui est l'école qui a formé, c'est au cadre de l'administration, est devenue mixte, et où beaucoup de filles sont entrées, ce qui est une très bonne chose. Ce sont des jeunes gens, donc évidemment, ils se sont mariés entre eux. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de couples, et donc de familles maintenant, de gens important dans l'État, pourquoi pas ? C'est la vie qui veut ça, mais c'est vrai que ça pose des problèmes de conflit d'intérêts de plus en plus. Et de costauds problèmes de conflit d'intérêts. Oui, certaines fois, de costauds problèmes de conflit d'intérêts. Donc aujourd'hui, ils se déportent, comme on dit, de plus en plus. Il y a des ministres, il y a une ministre de l'Industrie qui devait se déporter sur en gros la moitié de l'industrie française, j'exagère, mais pas tant que ça, du fait de ses propres jobs passés et du fait de ce que faisait son mari. Donc on dit, mais madame, allez faire autre chose, parce que si vous ne pouvez pas contrôler la moitié de l'industrie française, vous avez un grand carnet d'adresses, vous pourrez trouver du boulot demain matin, faites autre chose. Et même aujourd'hui, il y a des conseillers ministériels français qui ont tellement peur qu'on les accuse plus tard d'avoir des conflits d'intérêts, puisque la situation avait atteint un tel stade en France qu'il y a une commission d'enquête qui suit ça, je vais très vite, que maintenant, lorsqu'ils arrivent au cabinet ministériel, ils demandent à être déportés d'entreprises dans lesquelles ils voudraient rentrer plus tard. Donc c'est en amont. En amont. C'est extraordinaire. Pour bien montrer qu'il n'y aura aucun conflit d'intérêt à l'horizon. Oui, mais pour bien montrer aussi que tout ce monde-là est tellement imbriqué. Mais c'est un État dans l'État. C'est une forme d'État dans l'État, c'est-à-dire d'une petite élite agissante qui, ben vous le dites, aujourd'hui coiffe la fonction politique, le monde des entreprises, et tous ces gens ensemble se parlent. Oui, dans ce qu'on appelle en tout cas le bloc central en France, c'est-à-dire ce sont des gens macronistes ou du centre-gauche, du centre-droit, qui ont été au pouvoir, oui, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont des objectifs politiques communs, encore que on voit bien qu'ils sont sociodémocrates, plus ou moins. Politiquement, ils pensent à peu près les mêmes choses. Mais est-ce que ça mais ce n'est pas un État profond. C'est là que vous voulez m'amener. Non, pas du tout. Il n'y a pas de deep state en France. Enfin, il y a un deep state en France. C'est marrant. Vous commencez par objecter à une question que je n'ai pas posée. Oui, mais parce qu'on me la pose souvent. Et il y a un deep state en France, mais ce n'est pas le deep state de Trump ou des gens d'extrême droite. Il y a effectivement un groupe qui a des intérêts communs et qui les défend. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'oppose aux décisions prises. En tout cas, pas aux plus importantes. Mais vous disiez politiquement, donc c'est pas nécessairement très significatif. On est au centre mou. Mais j'allais vous dire, est-ce que politiquement, de toute façon, ils sont intéressés par quelque chose? Parce qu'il y a essentiellement, quand on voit le système, main basse qui est fait sur de l'argent et beaucoup d'argent. Alors ça, oui. Pour certains d'entre eux, au bout d'un moment, ils gagnent, ils vont dans le privé pour gagner beaucoup d'argent. Non, on peut même se demander si quand ils sont dans le privé ou quand ils dirigent de grandes sociétés d'État, les logiques pour lesquelles ils seraient théoriquement embauchés sont opérantes, c'est-à-dire que est-ce que le rendement est mesuré, est-ce que le meilleur intérêt est au cœur des raisons pour lesquelles ils sont là. Vous avez tout à fait raison, sauf qu'aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement et qui, eux, comme vous le savez mieux que moi, outre-Atlantique, eux, ils veulent des rendements. Donc, ils sont obligés, ces gens-là, lorsqu'ils sont au pouvoir maintenant, ils vont être obligés de plus en plus de provide. Mais effectivement, c'est un groupe, et notamment dans les conseils d'administration. En exécutif, ils font quand même souvent attention, un peu quand même, mais en conseil d'administration, en non-exécutif, ils sont entre eux. Là, c'est clair. Alors, Vincent Joubert, parce que j'ai l'impression qu'on est à faire du patin de fantaisie sur une glace mince, je vais vous demander de... Non, alors, moi, je peux rentrer dans chacun des détails. Allez-y. Mais si vous aviez
à convaincre une jeune personne de 18 ans, 19 ans, de ce que c'est problématique, cette espèce d'inceste au plus haut niveau entre des hauts fonctionnaires. Oui, c'est ça. Et si vous aviez à faire le pitch pour nous expliquer de quoi il s'agit, et en quoi d'ailleurs c'est, d'un point de vue strictement démocratique, problématique. Parce que ces gens ils sont redevables devant personne, ou très peu. Très peu. Mais donc le pitch. Le pitch, c'est que lorsqu'on appartient aux trois élites qui gouvernent un pays dans son économie, son administration et sa politique, lorsque ces gens-là se connaissent, non seulement se connaissent, mais sont les mêmes, il n'y a plus d'opposition entre eux. Autrement dit, personne ne va leur demander des comptes, ce sont les mêmes. L'élite économique ne va pas demander des comptes aux politiques, puisqu'ils sont aussi l'élite politique. Et l'administration ne va pas demander des comptes à l'économie, puisqu'ils sont aussi de l'élite économique. Et donc, d'un point de vue démocratique, il n'y a pas de check and balance à l'intérieur de l'État. Il y a à l'intérieur même du système français. Il n'y a pas de check and balance. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Au Parlement, à l'Assemblée. Du coup, il y a des commissions d'enquête. Pour la première fois depuis des années, depuis le début de la 5e, il y a des commissions d'enquête sur des sujets super intéressants qu'on ne voyait pas avant. Parce que ces gens-là n'avaient pas aucun intérêt à ce qu'on fasse, par exemple, une enquête sur la financiarisation de l'offre de soins en France. Par exemple, très bonne enquête. Et on découvre évidemment que les fonds de pension, enfin pas de pension, les fonds de private equity ont un rôle considérable maintenant dans l'offre de soins française ou dans les EHPAD, c'est-à-dire les maisons de retraite en gros, et qui sert le management pour retirer le maximum d'argent dans des lieux où logiquement on ne devrait pas faire ça, c'est-à-dire on ne devrait pas empêcher des gens très âgés d'avoir des couches parce que c'est trop cher pour aller très vite. Mais ça on ne le savait pas avant, à part par des journalistes, mais pas à l'intérieur de l'État, parce que tous ces gens-là sont ensemble. Mais donc, ça ne sort pas. Convaincus d'ailleurs qu'ils font le bien. Oui, probablement. Oui, je vous ai vu hésiter. J'ai envie d'hésiter aussi, parce qu'ils font leur bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, ça, c'est sûr qu'il faut... Alors, encore une fois, en mettant des caveats, avec vous, je mets toujours des caveats. Je ne sais pas pourquoi. Expliquez-moi. Je devrais être paranoïaque. Non. Mais est-ce que ce n'est pas le sens du métier que nous pratiquons, Vincent Jauvert, que de poser toutes les questions, y compris les plus embêtantes? Si, absolument. Il y a des gens formidables, évidemment, là-dedans. Hein. Il y a des gens, justement, je passe mon temps là, ces temps-ci à rencontrer des gens qui ne pantouflent pas, comme on dit en français, en mauvais français, c'est-à-dire qui ne vont pas dans notre administration, qui ne vont pas dans le privé, qui ne vont pas en politique, qui restent dans le secteur social ou dans tous les secteurs, et qui restent dans l'État et qui essayent de se battre. Il y en a beaucoup. Ils sont d'autant plus admirables parce qu'ils répètent tous, si vous imaginez à quel point mes copains gagnent combien de pognon maintenant, voilà. Mais eux, non, ils y croient. Il en reste beaucoup quand même. Mais revenons à ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire... Qui m'intéressent moi, je dois dire. Oui, parce que vous avez vendu des livres avec ça. D'ailleurs, j'ai remarqué que pour la mafia d'État... Et c'est Denis Robert aussi qui le souligne dans une interview multimillionnaire que vous avez fait chez Blast. Il souligne, et puis à ce moment-là, je vous vois un peu faire si on parlait en québécois, faire des ballons, faire quand il vous dit, non, mais quand il vous dit, vous n'avez pas eu une très, très grosse couverture média, et de fait, ce que vous dites dans le livre, ce que vous écrivez est peut-être un peu fâcheux, et on n'a pas donné un fort retentissement à ce livre, ouais. Oui, c'est pas faux. Enfin, il a quand même fait la couverture du Point, c'est-à-dire le premier hebdomadaire français. Quand même. Invité dans plusieurs émissions. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'était que c'était moins que les autres. Peut-être parce que c'est très sensible. Peut-être aussi parce que c'était le troisième et que donc je me répétais pas, mais un petit peu quand même. Mais quand même, pour aller dans votre sens, oui, il y a... C'est le mot mafia qui a coincé. Ouais, le reste, ça allait. Mais d'ailleurs, il y a deux ou trois informations que j'aurais aimé, mais bon, qui sont très, très françaises, mais qui sur des sujets qui sont très chauds, qui auraient dû être prises. Par exemple? Comment expliquer ça? Le secrétaire général de l'Élysée, Koller, est soupçonné de
Disons-le, c'est quand même le personnage qui est le bras binôme. Droit. C'est le bras droit du président de la République, de Macron. Koller travaillait pour sa famille, qui sont les croisiéristes MSC, qui sont de très gros croisiéristes. Et alors qu'il était en charge, dans une agence de l'État chargée de gérer les participations de l'État, notamment dans les transports, il aurait dû dire qu'il n'était pas, qu'il se déportait et qu'il avait un lien avec ces gens-là. Et son patron de l'époque dans cet endroit-là, auquel j'ai parlé, qui ensuite est devenu multimillionnaire au fil des privatisations, cet homme-là, il est encore présent alors que ça se passait dans les années lointaines. Il est administrateur d'Air France. Et je lui dis, mais comment ça se fait que vous êtes administrateur d'Air France comme ça, out of nowhere? Et il me dit, peut-être est-ce dû au fait que j'ai, entre guillemets pour moi, je le dis pour moi, couvert M. Koller en écrivant une lettre au juge, disant que M. Koller m'avait bien dit qu'il était lié à cette famille-là. Est-ce que c'est un peu clair ce que je dis ou pas? Je suis absolument convaincu du contraire. Je ne comprends rien. Bon, eh bien, passons à autre chose. Mais peut-être que je suis con. Non, pas du tout. C'est que c'est très compliqué. Ces histoires-là, elles sont très complexes à démonter. Le problème, c'est qu'il y a chaque mot peut être conséquent et me faire condamner pour diffamation. Et oui, c'est pour ça que je suis embêté. Vous comprenez? Je le comprends très bien. C'est ce qui m'est arrivé aussi avec Denis Robert. Il fallait faire très attention, toujours. Sinon, vous et moi, et vous aussi d'ailleurs, vous êtes condamnés pour diffamation. Et je ne l'ai jamais été, malgré toutes les affaires que j'ai pu sortir. C'est donc un fil de fer sur lequel vous êtes toujours. Toujours. Mais c'est bien, c'est notre métier, on est là pour ça. Et il y a des lois pour défendre les gens qui sont mis en cause, c'est normal. Et pardonnez le jeu de mots, mais ça vous met en colère? Non, c'est bien, c'est normal. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sort pas. Sur certaines personnes, j'avais pas assez de preuves pour sortir de façon certaine, sans être sûr de ne pas être poursuivi et de perdre en diffamation. Comme tous les journalistes. Hein. Parce que c'est un vrai risque. Ah oui, c'est un vrai. Et c'est un risque réputationnel, c'est pas un risque financier, parce que les éditeurs nous couvrent en général. Et vous pouvez m'expliquer ou nous expliquer ce qu'est le droit de tirage? Les 15 premiers diplômés de je ne sais quelle grande école. Ah, oui, en France, c'était le cas jusqu'à récemment. La grande école qui formait les hauts fonctionnaires, qui s'appelait l'ENA, l'École nationale d'administration, produisait l'élite de l'élite, en particulier les 15 premiers de chaque promotion avaient le droit de choisir les corps, les lieux où ils seraient affectés. L'inspection des finances, le Conseil d'État ou la Cour des comptes, les 3 grands corps français de l'administration française, c'était les 15 premiers. C'était être dans la botte quand on est les 15 premiers, ça s'appelait comme ça. Et c'était des corps, et ça allait toujours pour 2 d'entre eux, extrêmement puissants, à vie, peu nombreux, et qui tiennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des grandes fonctions de l'État et maintenant des entreprises et parfois de la politique en France. C'est donc juste ces 15-là. C'est donc dire qu'à 20 quelques années, on sait qu'on est à peu près le roi du pétrole. Exactement. Quand on sortait inspecteur des finances, je dis sortait parce qu'aujourd'hui on ne sort plus inspecteur des finances en France, mais quand on sort encore aujourd'hui, on sortira jusqu'à la fin des temps de la République au Conseil d'État. On est Édouard Philippe, on est Édouard Balladur en France, on est Georges Pompidou, et on est en même temps le patron de Casino et le patron d'autres grandes boîtes en France. Et on est sûr, lorsqu'on va sortir, qu'on sera parmi cette élite-là.
Emmanuel Macron a fait une réforme qui a cassé une partie de ses grands corps, mais n'a pas pu casser, et probablement n'a pas voulu casser 2 grands corps, qui sont le Conseil d'État et la Cour des comptes, parce que ce sont aussi des magistrats qui sont inscrits dans la Constitution française. Voilà, je m'arrête là, donc c'était compliqué. En réalité, ces 2 grands corps-là deviennent encore de plus en plus puissants, et l'archétype étant Monsieur Édouard Philippe, que les Canadiens connaissent peut-être, qui était le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et qui, il y a déjà 3 ans, vous intéressait beaucoup parce qu'il est probablement, dans l'histoire récente, le plus puissant d'entre les puissants, parce qu'il a du pouvoir partout, en fait. C'est celui qui cumule le plus de choses. Il est à la fois donc au Conseil d'État, il l'est toujours, enfin il est en disponibilité, comme on dit, mais enfin il est toujours membre du Conseil d'État, une organisation très importante pour l'État français. C'est la juridiction suprême administrative, c'est pas rien, mais en même temps, il est maire d'une grande ville, Le Havre, et patron d'un parti politique dont on voit l'importance aujourd'hui, même s'il n'est pas si grand. Et puis il était, alors, jusqu'à récemment, administrateur d'une grande entreprise qui est Atos. Et donc, voilà, c'est le premier. Mais je suis sûr que ce n'est pas le dernier. Est-ce que ça, c'est un tiercé gagnant? C'est d'avoir le pied partout où c'est payant à tout point de vue. À tout point de vue. À tout point de vue. C'est la raison pour laquelle, même s'il est aujourd'hui populaire, je ne suis convaincu qu'il ne sera jamais président de la République, malgré ce qu'il croit. Et je vous écoute décrire le personnage, et vous le soulignez vous-même, c'est probablement une des figures les plus populaires présentement, avec Jordan Bardella toujours en tête des sondages de popularité, loin devant Emmanuel Macron, et pourtant il incarne le mieux, c'est le point le plus abouti de ce qui fait que les citoyens ont une réelle défiance à l'endroit de l'État. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas là. Mais il est comme son mentor que les Québécois connaissent, une partie d'entre eux, Alain Juppé, pareil membre d'un grand corps, lui qui était l'inspection des finances, qui était pris la main dans le sac d'avoir rendu possible des emplois fictifs, et donc a dû partir de France, il s'est un peu exilé à un moment. Il s'est refait une virginité au Québec pendant quelques mois. Voilà, et c'était le mentor, et ça l'est toujours, le mentor de cet ancien Premier ministre, Édouard Philippe, et qui a été candidat, et qui était très très populaire avant de rentrer en campagne, et puis quand il est rentré en campagne, les gens ont découvert le vrai personnage, c'est-à-dire des gens hautains, très très loin, très éloignés du peuple, brillant, disait-on, mais qui en fait ne se révèle pas si brillant que ça. Quand on est aussi loin du peuple, c'est qu'on n'est pas si brillant que ça. Et puis pourtant, dans sa patine personnelle, il y a comme une histoire justement de petit garçon qui vient du peuple. On pourrait presque penser... Juppé, oui. Non, mais pour Édouard Philippe, on pourrait presque penser qu'il a été docker au Havre. Oui, c'est ça. Alors que c'était son grand-père et que lui était fils de médecin, ce qui est tout à fait respectable. Je ne dis pas qu'il vient d'une grande famille, comme on dit en France, mais enfin, il n'était pas non plus... Et puis même, c'est pas le sujet de venir du peuple ou pas. Le fait, c'est de savoir si on est resté proche d'eux. Et dans son attitude, sa manière d'être, les gens vont vite se rendre compte que de ses amitiés, de ses relations, qu'il n'est pas comme eux. Il n'y a rien à faire. Vous comprenez cette défiance des électeurs à l'endroit? Parce que ça vient bousiller ce qui est l'ordinaire du pacte démocratique. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux institutions parce qu'on se dit, alors il y a des pommes pourries partout, mais mutatis mutandis, les gens qui sont aux manettes veulent notre bien. Ils travaillent à faire en sorte que l'État roule pour tout le monde. Or, votre constat, c'est que l'État roule surtout pour un groupe d'individus qui s'en met plein les poches, qui se donnent des jetons de présence quand ils sont nommés au conseil d'administration d'entreprises publiques, que tout le monde bouffe très, très bien en haut. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est pas vrai de tous, mais oui, c'est la tendance. Et les gens, ils ne connaissent pas les détails. Mais s'ils les connaissaient, ils seraient probablement plus souvent dans la rue. C'est la raison du succès de mes livres, parce que quand même, les gens lisent et regardent parfois ça. Et bien sûr que c'est une des raisons. Les gens sentent cette distance. Les gens sentent cette distance qui est due à l'éducation, qui est due au parcours. Si vous commencez tout en haut, très vite, vous employez le langage de quelqu'un de tout en haut et vous ne savez même pas ce que c'est qu'être tout en bas, parce que vous ne l'avez jamais été.
Vous l'avez été peut-être dans votre enfance. Mais depuis que vous êtes adulte, vous êtes tout en haut et promis à être tout en haut. Donc ça donne... d'abord, ça rend idiot. Moi, je pense que ça rend idiot, dans une certaine mesure, parce que quand même, toutes ces choses-là sont des choses humaines, l'économie, la politique, donc il faut connaître la patte, la réalité concrète des choses. Et je pense que c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles l'économie française ne va pas si bien, c'est que les dirigeants sont issus de ce groupe-là. Et ça ne marche pas, parce qu'ils ne savent pas faire. Ils ne sont que des financiers. Et donc, c'est une des raisons aussi de la désindustrialisation. Ce n'est pas la seule, mais que ces gens-là étant des financiers, ils ont cherché à gagner de l'argent, des coûts, à faire baisser les coûts et à externaliser, plutôt qu'à développer, comme en Allemagne, le tissu local, puisqu'ils étaient parachutés. Ce sont des parachutés. Partout où ils sont parachutés. Et donc les gens voient qu'ils sont parachutés. Donc on n'aime pas les parachutés. Mais si j'étais plus vilain, je dirais que ça me fait penser, moi, à des instincts de prédateurs. C'est-à-dire Oui, en quelque sorte, oui. Oui, pour certains. Mais le bien commun est évidemment incompatible avec la prédation. Et bien sûr, il l'est, puisque justement, ce sont des prédateurs du bien commun, dans une certaine mesure. Pour un certain nombre d'entre eux, ils ont bénéficié personnellement des privatisations, par exemple, en France. Personnellement. Ils se sont enrichis eux-mêmes, pas tous, mais en tout cas, ceux les nouveaux patrons des entreprises privatisées étaient les mêmes que les précédents. Que la situation précédente. Ils sont restés, sauf qu'ils ont multiplié leur salaire par 10, par 100. Et ensuite, ils ont fait venir leurs copains de l'administration. Et ça, évidemment, d'abord, c'est pas bon pour l'économie. On est d'accord. Et puis, c'est une catastrophe pour la démocratie, la manière de fonctionner de la société française. Et les gens le sentent, encore une fois, ils le sentent très bien. Comment voulez-vous, lorsque vous avez en face de vous des gens qui parlent comme ils parlent, ne pas considérer qu'ils viennent pas du peuple, ils viennent du peuple, c'est pas possible. D'où le succès malheureux, mais qu'on comprend, du Rassemblement national, qui a réussi à faire croire qu'il parlait le peuple, comme si Marine Le Pen était du peuple, elle, dans son château de 5 ans. Puis je fais l'hypothèse que plus ils seront tenus à distance de ce qu'on appelle l'arc républicain, plus sera inéluctable leur avènement politique. Alors, oui et non. Hein. Alors, c'est ce qu'on pensait. Regardez au mois de juin. Je regarde, depuis que le gouvernement a chuté, elle a gagné 2 points. Ouais. Oui, mais après, il y a la campagne et de nouveau, il y a le Front républicain. On va voir si ça va marcher la fois prochaine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un jour où ça ne fonctionnera plus. C'est-à-dire qu'on n'y croira plus. C'est possible. Et on sera prêt à faire le pari de l'alternative. Et ce groupe-là aura une grande responsabilité. Alors, nommez-le, ce groupe-là. On parle de ces élites d'État. Exactement. Ces élites d'État français qui, depuis une trentaine d'années, cumulent l'ensemble des pouvoirs en France, économique, administratif et politique, et qui n'ont pas fait ce qu'elle devait faire pour ouvrir, nourrir, faire progresser la société française économiquement et démocratiquement. Ce que vous appelez, enfin, c'est pas vous, je pense que c'est Bourdieu, la noblesse d'État. Oui, c'est exactement la noblesse d'État, oui. Mais à l'époque... Alors, on a fait la Révolution en 1789, et aujourd'hui, on se rend compte que c'est blanc, bonnet blanc, c'est-à-dire qu'on a une noblesse qui s'est substituée à une autre. Oui, bien sûr, oui. Avec un monarque républicain, oui. Oui, les Français aiment bien aussi, dans une certaine mesure, jusqu'au moment où ils sentent que ça bloque, que c'est trop loin d'eux. Et il y a longtemps, au début de Macron, quand je commençais à travailler sur ce groupe-là, qui est quand même vraiment à émerger vraiment sous Macron, qu'ils allaient terminer au bout d'une pique. Et je dis ça en le regrettant, vraiment, parce que ça serait une catastrophe. Mais voilà, tout arrive, tout montre qu'un jour ou l'autre, malheureusement, du fait de leur action et du fait de l'action aussi de l'opposition radicale, ils vont terminer au bout d'une pique. Il y a un ferment. J'espère que ce sera que symbolique, bien sûr. Parce que vous vous êtes intéressé aussi au Quai d'Orsay, je me disais justement, il y a quelque chose comme une résonance. Quand vous nous apprenez, peut-être que ce n'est pas un grand secret, mais pour moi, ça relève de la même logique incestueuse que les ambassades.
peuvent être privatisés pour les besoins de la grande entreprise, qu'il est possible de mettre à disposition. Mais pour moi, ça participe de la même logique, c'est-à-dire que... Alors, pas tout à fait, parce que là, c'est vraiment parce que le Quai d'Orsay n'a plus d'argent du tout. Et donc, il fallait trouver des moyens pour qu'ils gagnent de l'argent. Alors, il y en a certains qui ont gagné l'argent pour eux, mais bon, les ambassadeurs, il y en a un en particulier. Mais, donc, on louait à l'ambassadeur et non pas au Quai d'Orsay, c'est ça? Ils louaient leur résidence, et puis ils faisaient un chèque, la boîte en question, et puis le chèque, il n'allait jamais au Quai d'Orsay. Voilà. Et lui, là, on est dans la même logique, il n'a jamais été condamné. Alors qu'il y a toutes les preuves. Parce que ça serait fâcheux pour la réputation de la maison. Exactement, toujours pareil. On est dans un groupe incestueux qui ne veut surtout pas que les membres du groupe soient mis à l'index, parce que ce sera tout le groupe qui sera mis à l'index. Alors on est dans... Et si ce groupe-là était divisé en groupes opposés, ça sortirait. Mais comme tout le groupe est soudé, rien ne sort de l'intérieur du groupe. Ils se tiennent tous par la barbichette. C'est une caricature, bien sûr. Je vais trop loin, mais c'est quand même une bonne partie est vraie. Hein. Mais vous allez plus loin dans le livre, et là je parle de celui que vous avez consacré aux affaires étrangères. Ouais. Vous parlez des Mickey d'Orsay. Ouais. Non, c'est un, parce qu'on l'appelait Mickey d'Orsay, oui. Parce que vous doutez aussi de la compétence aujourd'hui de ceux qui se retrouvent au sommet de l'appareil. Oui, mais là, c'est pour des raisons politiciennes. Mais bon, on n'est pas exactement dans le même... C'est-à-dire que... C'est plutôt la fin du système précédent, celui-là. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont arrivés au sommet d'un parti politique qui n'avaient rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire. Comme Kouchner, par exemple. Oui, Kouchner était un très bon ministre de la Santé. Il aurait dû rester là. Un piètre ministre des Affaires étrangères, mais un très bon ministre de la Santé. Douste Blazy. Mais déjà, il était médecin, ça aide un peu. Douste aussi, hein. Mais il était mauvais en tout ce qu'il a été comme ministre, lui, à la fois de la culture et des Affaires étrangères. Il y en a qui sont pas bons, hein. Mais il tenait un parti qui était important pour avoir la majorité à l'Assemblée. Donc, ça, c'est les logiques politiciennes, mais est-ce que c'est pire que... Pour le Quai d'Orsay, c'était pas important, en ce sens que c'est pas lui, le ministre des Affaires étrangères, qui fait la politique étrangère de la France. C'est le président de la République. Donc on met un peu n'importe qui, ça n'a pas d'importance. Le monarque. Le monarque met n'importe qui au Quai d'Orsay. Ce que je vous dis, c'est le monarque qui oui, c'est lui. Articule ou pas la politique étrangère. On dit que c'est son domaine réservé. En fait, ce n'est pas légalement, ce n'est pas constitutionnellement, mais c'est dans la pratique. C'est lui qui fait la politique étrangère de la France, avec la cellule diplomatique de l'Élysée. Donc, qu'on mette un Douste Blazy ou... Kouchner, c'est pas le même homme, c'est pas le même engagement. Il a fait des choses extraordinaires dans sa vie, Bernard Kouchner. Peut-être pas le Quai d'Orsay. Ou d'autres qui ont été très mauvais ministres des Affaires étrangères. Mais c'est pas eux qui faisaient la politique étrangère de la France. Donc, d'ailleurs, je me rappelle vous avoir lu, peut-être à l'époque, vous étiez davantage éditorialiste au Nouvel Observateur, commenter cette politique étrangère qui était d'abord et avant tout le fait du souverain, de M. Macron, et qui est à géométrie variable. Alors pour Macron... Mais qui est à géométrie variable selon... C'est lui qui est très mauvais en politique étrangère. Voilà, oui, mais qui appuie des fois des leaders très autoritaires pour dire les choses gentiment, se présente à des funérailles et choisit de donner son blanc-seing au successeur, est prêt à aussi serrer la main de quelqu'un qui est fréquentable ou non, j'en sais rien, en Égypte, parce qu'on vend des avions. Oui, mais ça... comment dire je ne trouve pas ça bien sûr, mais il y a une cohérence. Il y a une cohérence de la diplomatie française, de la diplomatie de l'armement, etc. Bon. En revanche, lorsqu'un jour parce qu'il l'a dit, il y a un État profond au Quai d'Orsay qui s'oppose à ma politique de rapprochement avec la Russie, et ça c'était quelques mois avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, fin 21, début 22. Voilà, quelque chose comme ça. Ou donc, il voulait un rapprochement. Il s'était gouré totalement. Puisque juste après, évidemment, il a dit strictement l'inverse, qu'il fallait lutter contre les menées de Vladimir Poutine. Donc là, c'est une erreur de jugement grave. Qu'il aille voir le maréchal Sissi, un dictateur de la pire espèce, auquel
auquel on a vendu des armes. J'espère que Le Drian sera jugé un jour pour avoir fait ça, d'avoir vendu des armes au pire dictateur, en gros, du monde aujourd'hui, à peu près l'un des pires, pour avoir fait ça, mais que Macron continue à aller le voir parce que ça fait partie des intérêts de la France. Il y a une logique. Je ne dis pas que je le soutiens, je dis qu'il y a une logique. Nauséabonde, mais il y a une logique. Il y a une logique. En revanche, sur la Russie, il n'y a pas de logique. C'est juste c'est un homme jeune qui était inspecteur des finances et banquier, qui ne connaissait rien à tout ça. Donc l'incarnation exactement de ce que vous décriviez tout à l'heure. Bien entendu. Bien entendu. Il y avait un autre inspecteur des finances qui a été patron de la France, qui est Giscard d'Estaing, mais il avait été ministre pendant des années, et patron d'un parti. Donc c'est un homme qui connaissait la France, Giscard. Malgré son côté hautain, il connaissait la France. Macron, il était trop jeune, trop inexpérimenté, et trop dans sa bulle financière. Ce que nous venons de décrire, c'est soluble en dehors. J'ai eu une conversation très semblable avec Natacha Polony, où on se posait la question de ce que il y a une sortie pacifique à tous ces cul-de-sac. Est-ce qu'il y en a une ou pas? J'espère, oui. J'espère fortement. J'imagine que Natacha Polony a dû dire la même chose. J'espère qu'il y en a une. Il n'y a personne qui souhaite que la violence l'emporte. Non, parce que la France a l'habitude de quelques guerres Sinon civiles et c'est très mauvais. Ceux qui ont des privilèges rarement les partagent, à moins de sentir la pression très fortement. Mais surtout qu'ils augmentent, et c'est pour ça qu'ils augmentent. Regardez ces milliardaires qui achètent tous les médias aujourd'hui. C'est une situation, encore une fois, à la russe, d'oligarques. On est en situation d'oligarchie, voire de plutocratie en France. C'est difficile à écrire parce que ça renvoie à des images d'extrême droite. Mais il y a une forme de plutocratie en France, bien sûr. Évidemment qu'il y a une forme de plutocratie en France. Et donc, à un moment, les Français, par tous les bouts, ils disent on en a marre. J'espère qu'il y aura des figures qui vont émerger, politiques, paisibles, en lesquelles les Français vont croire pour dissoudre ça et changer la situation. Parce que c'est vrai que la tension va être terrible, terrible. Pourquoi il serait difficile d'employer les bons mots, parler de plutocratie? Parce qu'il faut le prouver. C'est toujours pareil. Moi, je veux bien qu'on dise ça, mais il faut le prouver. Il faut le prouver qu'Emmanuel Macron a pris des décisions à la suite de discussions d'ordre. Je vous suis parfaitement. Il y a un sentiment comme il y a le sentiment d'insécurité, c'est une bêtise. Il y a de l'insécurité, puisqu'on voit les chiffres qui augmentent. Donc là, il y a des preuves. Quand la première ministre dit il y a un sentiment d'insécurité, on lui dit attention, s'il vous plaît, c'est pas un sentiment. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche ou le centre qui le disent, ils ont raison. Bien sûr, il y a dans certains endroits de la République une montée de l'insécurité. C'est un fait. On a le sentiment que les riches, les ultra-riches qui se sont ultra-enrichis ces dernières années, ont un pouvoir considérable en France. Et pas qu'en France. Regardez ce qui se passe en ce moment à Washington. Là, il y a vraiment une plutocratie parce que Trump est milliardaire. En France, ce ne sont pas les milliardaires qui gouvernent, en tout cas directement. Est-ce qu'ils gouvernent indirectement? Je n'en ai pas la preuve. C'est simple. Mais vous avez un soupçon, quoi. Comme tout le monde. Comme tout le monde. On sait bien que ces gens-là ont un pouvoir d'influence considérable. Mais jusqu'à quel point et par quel biais, par quels channels? Si vous m'aidez avec des preuves, je suis preneur, même si c'est risqué, mais moi, je ne trouve pas. Vincent Jauvert, ça fait combien de temps que vous pratiquez le métier? 37 ans. Êtes-vous surpris du monde dans lequel vous vivez aujourd'hui et du type de conclusion que nous tirons ensemble? Oui, parce que j'ai changé complètement d'univers, donc je découvre. Moi, mon univers, au départ, c'est la diplomatie, c'est les affaires étrangères, c'est la géopolitique. Et là, je m'intéresse depuis quelques années en même temps à la France. Mais c'est lié, hein? Oui, c'est lié. Mais c'est un bloc dans l'axe géopolitique. Je pense que mes livres ont eu du succès sur les mafias d'État, en quelque sorte, parce que j'étais totalement vierge. Donc, j'étais comme tout le monde. Et quand j'ai découvert cet univers-là et que je l'ai raconté simplement, les gens ont été sur les fesses comme moi. Vous avez été choqué, vous, parce que vous avez découvert? Oui. Tout a commencé un jour où je faisais une enquête sur le Quai d'Orsay, qui était mon monde en quelque sorte, sur la machine Quai d'Orsay. Et puis je demande à un ambassadeur que je connaissais, il dit « Mais combien tu gagnes ?» Il me dit « Je te le dirai pas. » Je dis « Comment ça ?»
Je dirais pas, c'est de l'argent public. C'est pas un secret, normalement. C'est pas un secret. Ah non. Le jour où les gens de Bercy, c'est le ministère des Finances... Oui, je vous ai entendu dire ça. ...diront combien ils gagnent eux et quels sont le montant de leur prime, à ce moment-là, je te le dirai. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde-là? C'est avec notre argent voilà, et là, je me suis dit, bon, il faut que je m'intéresse à ce groupe-là. Et quand je suis rentré dans ce groupe-là, je dois dire que j'ai compris aussi pourquoi les Français étaient si en colère sans savoir exactement pourquoi. Alors, vous étiez candide sans même le savoir? Enfin, j'étais candide, tout simplement. Oui. Mais vous ne soupçonniez pas à quel point? Oui, pas du tout. Il faut avoir été journaliste pendant 35 ans. Et je croyais que ceux qui l'écrivaient étaient populistes. Je croyais que ceux qui écrivaient ça, j'ai des amis qui avaient fait des livres sur ce thème-là, je disais que c'était du poujadisme intellectuel. Poujade étant un populiste français des années 50. Eh ben non, c'est une réalité. Une réalité. Et les Français le savent mieux que nous, en fait. Ils le savent, ils le sentent, bien sûr. Et il faut espérer qu'on y mette un terme rapidement. Donc il faut qu'évidemment, toute cette équipe-là, eh bien, elle aille tranquillement dans le business, fasse des affaires, j'ai rien contre les affaires, et qu'elle laisse la place à des hommes politiques véritables. Le problème, c'est qu'on n'en connaît pas. Et pour vous, de risquer l'étiquette de populiste, ça doit être la pire des hontes compte tenu de la vie que vous avez menée comme journaliste. Vous l'avez dit. Vincent Jauvert, ça a été un plaisir. Moi aussi. J'espère. J'ai aimé cette conversation. Moi aussi. C'était tonique. En effet. À vous, j'espère que ça a plu aussi. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez-nous. Je le répète chaque fois, c'est la façon bâtarde et pas tout à fait française de dire de nous aimer. Abonnez-vous, c'est encore plus utile pour nous. C'était Philippe Lorange qui était à la recherche, Jeanne Croteau à la réalisation, Stéphane Bureau au microphone, Vincent Jauvert encore une fois. Merci beaucoup. Merci et pour une dernière fois, je montre le dernier à la solde de Moscou. Au revoir. Au revoir.